Nous sommes toujours dans Faut se le dire sur Radio Occitanie en live vidéo sur Facebook. N'hésitez pas à réagir et commenter l'émission. Un nouvel invité, maintenant on passe à la partie politique de Faut se le dire avec Lucas Duval, secrétaire général, Jeunes radicaux de gauche, GRG, Jeunes du centre-gauche. On vous invitera à vous renseigner plus sur justement les activités qui se passent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à y aller, on vous mettra tous les liens dans l'espace commentaire. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Comment allez-vous ? Écoutez, si je disais que j'étais pas fatigué, ça serait faux, étant donné qu'on est en pleine campagne et que c'est de la bonne fatigue et que du coup on se donne à fond pour la personnalité dont on va parler aujourd'hui. Et oui, on va parler de Christiane Taubira, mais avant, comme vous n'êtes jamais venu dans l'émission, on va parler de vous. Vous êtes avec nous pour parler, donc on l'a dit, de la candidature de Christiane Taubira à la prochaine présidentielle. Elle va jouer sur la première populaire. Donc on va expliquer ce que c'est plus précisément. Nous allons parler longuement justement de sa candidature pendant l'entretien. Mais avant toute chose, de vous, votre parcours politique, comment vous avez commencé et pourquoi ? Écoutez, déjà j'ai 21 ans, voilà, plutôt jeune, ce qui fait qu'effectivement je suis chez Jeunes radicaux de gauche et non pas au Parti radical de gauche, même si je suis également au Parti radical de gauche. J'ai commencé, comme on va dire, à peu près tous les jeunes qui sont engagés aujourd'hui en politique, au collège, au lycée, délégué de classe, puis tout ça. J'ai été membre du conseil de la vie lycéenne de mon lycée, à Lectoure dans le Gers, parce que j'ai grandi dans le Gers, même si je suis aujourd'hui expatrié à Toulouse, on va dire. Puis par ce conseil de la vie lycéenne, j'ai rencontré des personnes engagées dans des syndicats lycéens, ce qui m'a donné un peu plus envie de m'engager et puis voilà, de par cet engagement dans un syndicat, on va dire que la suite logique m'a paru assez familière quand je me suis engagé en politique. Pourquoi le Parti radical de gauche ? On me le demande souvent parce que c'est vrai que c'est pas le premier parti auquel on pense quand on est jeune et de gauche pour aller s'engager, effectivement. Quelle est la différence entre gauche et radical de gauche ? La différence entre gauche et radical de gauche, je pense que c'est pas vraiment la question. Je pense que la question, c'est plutôt la différence entre parti radical et parti radical de gauche. Donc effectivement, nous, les radicaux de gauche, on est, on va dire, les jumeaux du parti radical qui est du coup lui de droite, donc on est effectivement le centre-gauche. C'est une famille historique qui, quand on était encore ensemble, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un grand schisme en 1973 entre les radicaux et les radicaux de gauche et de droite, c'est, on va dire, le parti qui, sous la Troisième République, était radicalement à gauche de l'échiquier politique, avant qu'effectivement ça bouge par rapport à aujourd'hui. Le parti radical, à l'époque, c'est la loi sur la laïcité, c'est la loi sur l'institution pour les filles, c'est la première femme ministre en France. Bref, c'est, on va dire, un peu tous les principes et toutes les grandes avancées sociales qui ont pu... qu'on a pu avoir, on va dire, entre le 19e et le 20e siècle, le début du 20e siècle, c'est les radicaux de gauche, ou au moins en grande partie les radicaux de gauche qui ont contribué. Donc je pense que la question, c'est plus du coup celle-ci entre parti radical et parti radical de gauche. Bon, merci pour la précision. Alors, on va venir justement sur la candidature de Christiane Taubira. C'est vrai que ça fait beaucoup parler. On ne s'y attendait pas du tout. Disons qu'il y a eu énormément de citoyens qui appelaient, on va dire, le peuple de gauche, comme on aime l'appeler, qui appelait justement à sa candidature. Moi, je me rappelle d'une interview sur France Inter de Christiane Taubira en septembre 2019, où elle disait que, parce que les journalistes évidemment lui ont posé la question, parce qu'il y avait déjà un certain engouement derrière sa candidature, qui lui ont posé la question de si elle serait candidate ou non en 2022, où elle avait répondu qu'elle serait présente si on avait besoin d'elle. Excusez-moi, c'était en 2020 et pas en 2019, je rectifie, en septembre 2020, et déjà beaucoup de personnes, on va dire, étaient pour que Christiane Taubira se présente. Donc surpris, oui et non. Heureux par contre qu'elle puisse se présenter, ça c'est un grand oui. Parce que pour beaucoup, on peut entendre que c'est une division un petit peu. Le fait que ce serait la candidate de trop à gauche, non pas qu'elle ne participe pas justement à ce jeu politique, à aller à la présidentielle, mais qu'elle se détache justement des autres candidats de gauche. C'est vrai qu'il n'y a pas cette unicité. Ce matin, j'étais au vœu de Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui disait que c'était, répondait à une question de journaliste, que c'était plus une division que rassembleur finalement.
Je pense que c'est la posture un peu classique du Parti socialiste et on va dire c'est la seule logique quand on est en responsabilité au sein de parti, c'est de soutenir justement le parti. On aurait fait nous la même chose chez les radicaux, tout comme ils font la même chose aujourd'hui chez les Verts ou chez la France Insoumise. Non, je pense que Christiane Taubira, au-delà on va dire de cette stature qui la pose justement au-dessus des partis, parce que beaucoup dans la presse la considèrent encore comme radicale de gauche, alors qu'elle n'est plus au parti depuis déjà une paire d'années, depuis 2006 ou 2007 de mémoire. Non, elle avait conditionné sa candidature à, on va dire, une dynamique de rassemblement. Aujourd'hui, il y a la primaire populaire. Elle a dit encore sur France 5 ce lundi, dans C'est à vous, il me semble, qu'effectivement, elle respecterait le choix de la primaire populaire, qu'elle soit gagnante ou non. Donc non, ce n'est pas une candidature de plus qui se veut là pour diviser, mais justement une candidature qui se veut rassembleuse et au-dessus de la mêlée des appareils politiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on avait grand besoin de ce souffle d'air. Au-dessus des appareils politiques, on peut penser qu'Emmanuel Macron avait fait la même chose dans son temps, peut-être. Emmanuel Macron avait créé lui-même un mouvement. Là où Christiane Taubira n'a pas créé de mouvement. Ou pas encore, peut-être. De ce que je sais, en tout cas, il y en a pas, à part évidemment les collectifs Taubira, mais ça c'est plus des émanations citoyennes. Oui, qui viennent à côté. C'est ça, des émanations citoyennes qui sont là pour, on va dire, soutenir la candidature et qui aujourd'hui sont des grands relais sur les territoires pour justement faire cette campagne. Et aujourd'hui, ces comités sont constitués de beaucoup de citoyens qui ne s'étaient jamais engagés dans la vie politique, mais qui, avec Christiane Taubira, ont eu, on va dire, un peu cet espoir de pouvoir changer quelque chose dans le pays. Pour l'instant, je crois qu'elle est à 4%. Bon, même si les sondages sont ce qu'ils sont, surtout, ça peut tellement changer. On se rappelle, François Fillon, premier, une affaire est tombée, donc, premier à dernier. Donc tout peut arriver dans une élection présidentielle, surtout à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de tout ce qui se passe, les révélations. Il n'y a plus vraiment de privé maintenant aujourd'hui alors on ne dit pas si c'est bien ou mal, mais voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Elle est quand même à 4%, il me semble, Anne Hidalgo à 2%. Entre 4 et 7%, et données sont les sondages selon les instituts. Bon, effectivement, aujourd'hui, elle est, si on regarde les sondages, au coude à coude sont les sondages, parfois devant, parfois derrière, parfois au même score que Yannick Jadot, le candidat des écologistes, enfin des Verts, parce que les écologistes, je pense qu'on est tous à gauche, et que c'est vouloir un peu s'accaparer ce sujet-là. Je connais des gens de droite écologistes aussi. Bien sûr, et j'en connais beaucoup. Mais du coup, voilà, elle est entre, on va dire, entre 4 et 7, tout comme Yannick Jadot est entre 4 et 7. Anne Hidalgo est entre 2 et 4. En ce moment, ça va pas fort. On va dire ça bat un peu de l'aile. Arnaud Montebourg, lui, s'est retiré. Je pense que, on va dire, après cette primaire populaire, si elle vient à être investie par cette primaire, ce que nous, on souhaite, en tout cas au Parti radical de gauche et chez les jeunes radicaux de gauche, il pourra y avoir, on va dire, une petite dynamique, tout comme Valérie Pécresse, suite à la primaire des Républicains, a eu une dynamique, elle qui était donnée à 10-12% dans les sondages. Aujourd'hui, on la voit entre 15 et 18%. Je pense qu'il peut y avoir du coup une dynamique autour de Christiane Taubira un peu du même sens, qu'on soit d'ailleurs d'accord ou pas avec le processus démocratique de la primaire populaire. Il faut quand même se dire qu'il y a presque 500 000 personnes qui aujourd'hui sont inscrites sur cette primaire populaire, ce qui donne quand même une certaine légitimité. Oui, 500 000 personnes. Oui, c'est tout de même 4 fois plus que les écologistes. Qu'est-ce qui vous plaît chez vous, le citoyen, l'homme engagé, chez Christiane Taubira? Je pense en tant que citoyen, d'abord, je vais répondre. C'est, on va dire, ce qui manquait à gauche, je pense, c'est ce verbe qu'elle peut avoir. C'est cette femme qu'on sait engagée sur des sujets qui sont très importants. Je pense au mariage pour tous, cette grande loi qui a quand même été votée. Bon, on va dire pour un peu le kidam qui s'intéresse pas forcément à la politique, mais qui écoute ça vite fait quand même d'une oreille. On dit mariage pour tous, effectivement on a Taubira. On dit effectivement la loi 2001 sur la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. C'est Taubira aussi. Bon, après, chez les politiques, on dit Taubira, on entend 2002, défaite de Jospin. Bon, on tient à rappeler effectivement qu'il n'y avait pas qu'elle qui était à gauche, d'ailleurs le plus petit score qui a été à gauche, donc lui attribuer toute la défaite, c'est quand même un peu compliqué. Et moi, vraiment, en tant qu'homme engagé en politique, ce que je reconnais à Christiane Taubira, c'est, on va dire, sa constance dans son combat et dans les idées qu'elle défend, c'est-à-dire défendre les gens dans, on va dire, leur quotidien. C'est quelqu'un
qui a conscience des difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui par rapport aux problèmes qu'il y avait hier et qu'on n'a pas su résoudre, et surtout qui a, on va dire, une vision vers l'avenir qui est complètement cohérente, en disant qu'effectivement, face aux enjeux de demain, on ne peut pas rester immobile, parce qu'on a déjà perdu 5 ans là avec Emmanuel Macron, on ne peut pas s'autoriser à perdre 5 ans de plus, que ce soit pour le défi écologique ou le défi social ou même le défi démocratique et républicain. Et vous pensez qu'elle pourrait réunir autant de monde? Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit la droitisation de la France. Que ce soit bien ou mal, encore une fois, je ne vais pas prendre parti sur tout ça, c'est pas mon rôle, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, on a l'impression presque que ça devient risible. Enfin, je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on voit quand même un certain contraste où on voit une nouvelle candidate qui se déclare, une de plus à gauche, parle pour le plus grand nombre qui s'intéresse justement à la politique, comme vous avez dit, qui entend une loi passer par-ci par-là, mais qui n'est pas profondément dans le système politique ou engagé ou curieux même. Il y a plein de gens qui votent parce que il y en a plein qui ont voté parce que Macron avait les yeux bleus ou que Ségolène Royal était une femme, mais qui n'ont pas beaucoup regardé le fond du programme, et on se rend compte que la majorité ne va pas forcément aller creuser. Alors, on ne va pas se mentir. On est à une époque où c'est sur le buzz, c'est sur celui qui dira le plus grand mot, ou le plus gros mot d'ailleurs maintenant. Donc, est-ce que vous ne voyez pas ce contraste peut-être ou vous parlez de manquant, je sais pas, Ouais, vous parlez de droitisation de la société. Je pense que c'est pas tant une droitisation de la société à laquelle on insiste aujourd'hui. Je pense que c'est un désengagement de la gauche sur des sujets qui aujourd'hui ont été repris par la droite. Je peux parler par exemple de la laïcité, je veux parler de toutes les valeurs républicaines, je veux parler de la sécurité, qui ont été trop souvent et pendant trop longtemps des sujets tabous à gauche, et il faut le dire. Moi je suis engagé au Parti radical de gauche parce que c'est des sujets qui ont toujours été constants chez nous, c'est-à-dire défendre la laïcité, défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, défendre les grands principes de notre République, et surtout offrir la sécurité à chacun, qu'on soit dans un centre-ville en plein milieu de Paris, dans un beau quartier, ou qu'on soit dans une banlieue, ou qu'on soit dans un milieu rural. La sécurité, la République se doit d'offrir la sécurité à chacun de nos concitoyens. Donc je pense que cette droitisation vient surtout, on va dire, de ce désengagement de la gauche pendant trop longtemps sur ces sujets-là, et sur lequel on voit vraiment un réinvestissement de beaucoup de candidats à gauche. J'ai d'ailleurs lu un article aujourd'hui d'un franc-tireur que je conseille, qui parle justement de cette redécouverte de la gauche des sujets régaliens qu'elle avait trop perdus. Donc je pense qu'aujourd'hui la gauche a tout à gagner à reparler de ces sujets et on va dire repeser sur l'échiquier politique pour justement inverser cet effet de droitisation dont on entend trop souvent parler. Faisons-le franchement. C'est sorti, nous enregistrons, nous sommes le mercredi, l'émission est diffusée le jeudi. Faisons-le franchement, voilà ce que répond Christiane Taubira au sujet du vaccin. Pour elle, il faudrait qu'il soit obligatoire, ce qui rentre en contradiction finalement à ses propos qui datent d'il y a quelques mois auparavant. Ouvrez les guillemets, sa décision de ne pas appeler les Guyanais à se faire vacciner, expliquant ne pas être en exercice et ne pas disposer des éléments d'information lui permettant de donner consigne. Ça a été suivi beaucoup. On a vu aussi après beaucoup de doutes. Tout le monde doutait sur le vaccin, sur les effets négatifs, tout ça. On ne savait pas trop. Mais est-ce que c'est pas... Elle a été ministre. Est-ce que c'est pas grave de tenir ses propos et en plus de revenir en arrière et là passer carrément de l'obligation à aller se faire vacciner? Je pense que ces propos, comme elle a pu le dire plusieurs fois, moi ça m'a fait rire. Je l'ai accompagné en Ariège au début du mois, c'était je crois vers le 7 ou le 8 ou le 9. Et justement, les journalistes sont revenus sur ces propos en demandant la vaccination, qui a été son avis là-dessus. Et il y a eu une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Elle a dit, de toute façon, quoi que je dise, même si je parlais aujourd'hui d'imposer le vaccin, on me le reprocherait toujours en 2080. Bon, effectivement, son interview là, dans C'est à vous ce lundi, ça a été très clair. Elle a appelé effectivement à l'obligation vaccinale, position que nous défendons, en tout cas les radicaux de gauche, qu'on a appelé d'ailleurs depuis déjà presque 1 an et demi. C'est-à-dire même avant la première injection du vaccin, on avait déjà appelé à une obligation vaccinale. Effectivement, par contre, sur ces propos qui avaient pu être tenus, et vous dites elle a été ministre, effectivement, moi je pense que comme chacun, elle pouvait, même en étant ministre, même en étant scientifique, même en étant un citoyen lambda, on pouvait effectivement douter de ses effets. Elle nous a rappelé quand même que au moment où elle a tenu ses propos, elle avait déjà depuis plusieurs mois ces 2 doses, et que voilà, après bon, le contexte... C'était pas un coup politique?
Je pense pas que c'était un coup politique. Si c'était un coup politique, elle aurait directement, je pense, appelé à l'obligation vaccinale. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ne veulent pas se faire vacciner, outre les personnes qui... Parce que j'ai lu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas accès au vaccin parce qu'ils sont trop éloignés des centres urbains pour se faire vacciner ou que sais-je. Ils représentent au final que très peu de l'électorat. Et cet électorat-là, aujourd'hui, est aspiré par Jean-Luc Mélenchon et l'extrême droite. Donc je ne pense pas que c'était un coup politique, parce que le coup politique à jouer était de dire, écoutez, à un moment il faut mettre l'obligation vaccinale, et au moment où justement tout le monde parlait c'était un peu les balbutiements du pass sanitaire, et on ne savait pas trop s'il allait être prolongé ou pas. Donc moi voilà, je pense vraiment que le coup politique aurait été justement l'inverse. Elle souhaite également augmenter le SMIC. Parce qu'elle dit qu'elle rappelle qu'en France, un salarié sur 6 gagne moins de 1 150 € par mois et que son premier acte, justement, de son quinquennat serait de mettre un SMIC à 1 400 € net. Est-ce qu'elle a précisé comment elle s'y prendrait? Justement, on sait que, par exemple, Éric Zemmour, lui, c'est de baisser, c'est que ça ne coûte pas plus cher, justement, à l'entreprise. Vous prenez ici, par exemple, la Radio Occitanie, qui est une association, on est au SMIC, et si jamais on augmente et qu'ils sont obligés d'augmenter, la maison va se retrouver, comme on dit ici, dans la panade. Et donc, risquerait d'avoir des soucis. Et nous, on ne risquerait pas de se retrouver au chômage parce qu'on n'est pas régulé comme il le faudrait. Éric Zemmour, qui sera donc en face, enfin qui est déjà en face, parce que les deux sont candidats, lui propose de baisser un petit peu justement les charges sur les entreprises, ce qui fait que le salarié sera augmenté et ça ne coûterait pas plus cher à l'entreprise. Après, on ne va pas rentrer dans les détails des autres candidats, de ce qu'ils proposent. Ce serait de baisser ailleurs, justement, pour compenser les charges enlevées. Pour Christiane Taubira, quel est son projet vis-à-vis de ça? Alors déjà, c'est pas du tout de baisser, on va dire, les charges sociales, parce qu'aujourd'hui, ces charges sociales, il faut quand même rappeler qu'elles servent aujourd'hui chacun. C'est-à-dire que sur votre salaire, sur le mien, sur celui des personnes qui nous écoutent ou nous regardent. Ça va à l'hôpital, par exemple? Ça peut, par exemple, à l'éducation aller, c'est ce qu'on espère. Vous voyez ce que je veux dire? Les questions que je pose. Oui, bien sûr. Et je pense qu'on en parlera après de l'hôpital et de l'éducation. Mais justement, ces charges sociales permettent aujourd'hui de financer des services publics, de financer l'assurance maladie, de financer l'assurance chômage, bref, de financer tout un nombre de dispositifs qui aujourd'hui sont des protections pour les Français. Et ceux qui voudraient dire qu'il faut effectivement baisser ces charges sociales, ça veut aussi dire que du coup, ils veulent baisser ces protections auxquelles ont droit les Français parce que ça coûte trop cher, soi-disant. Effectivement, si on réfléchit comme ça, eh bien, on en met encore plus dans les poches des grands patrons. Et puis, du coup, les salariés sont de moins en moins protégés et ont de moins en moins de chômage et doivent peut-être rembourser plus leurs médicaments et il y a un déficit de la Sécu. Bref, c'est un cercle sans fin, un cercle vicieux sans fin. Non, moi, Christiane Taubira, elle a dit que ce qu'elle voulait faire, c'était négocier avec les entreprises. Et que justement les entreprises qui ne joueraient pas le jeu de la négoce verraient du coup leur financement public ou leurs aides d'État baisser. C'est-à-dire que c'est vraiment passé par la négociation entre les personnels et les dirigeants pour du coup réaugmenter les salaires et pour toute autre chose d'ailleurs dans l'entreprise. Une négociation peut servir à augmenter le salaire et à côté, je sais pas, à obtenir un jour de congé en plus ou des tickets resto, que sais-je. Mais du coup, c'est vraiment passé par la négociation parce qu'aujourd'hui, de l'argent, il y en a en France. Il y en a beaucoup, énormément. Encore faut-il savoir avoir le courage d'aller le chercher. Et justement, elle a rajouté dans C'est à vous, justement, c'est bien l'émission C'est à vous tout à l'heure, qu'elle souhaite accompagner dès 18 ans la jeunesse avec un RSA et une mise en disposition de 20 000 € de capital de projet. Voilà, justement pour aider les jeunes à développer peut-être des entreprises. Des associations, effectivement. Ouais. C'est pour aider, on va dire... pour accompagner les jeunes qui voudraient entreprendre et qui voudraient, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des jeunes qui surtout à l'ère du numérique, c'est vrai, qui aujourd'hui peuvent avoir des petites startups florissantes et vous pouvez avoir des envies de startups florissantes ou un projet associatif ou que sais-je. Mais du coup, aujourd'hui, accompagner ces jeunes, ça peut permettre à l'émancipation de ces jeunes qui parfois se retrouvent dans un système universitaire sans trop de conviction parce que effectivement ils sont déjà dans leur projet, je sais pas, de créer une boîte, de faire une radio associative. Je vois plein d'autres idées auxquelles pourraient penser les jeunes et aujourd'hui ils sont pas accompagnés et parfois
on va dire, orientés un peu à défaut dans le système universitaire et souvent, d'ailleurs, du coup, décrochent, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut combattre, je pense. Donc justement, ces 20 000 euros, ça serait pour du coup aider ces jeunes-là à pouvoir démarrer encore une fois, une petite start-up, association, etc. Le RSA dès 18 ans, c'est aujourd'hui une proposition qui est portée depuis quelques années déjà par les départements notamment de gauche en France, par également plusieurs partis politiques de gauche aussi, parce qu'aujourd'hui, il est impensable qu'un jeune à 18 ans qui n'a pas de formation, qui n'arrive pas à trouver de travail, puisse se retrouver sans du coup ressources. Parce qu'il faut rappeler que pour avoir droit au chômage, il faut avoir cotisé. Donc un jeune qui a 18 ans et qui n'a jamais travaillé n'a pas droit au chômage. Donc c'est normal que de pouvoir apporter à ces jeunes-là qui à 18 ans se retrouvent vraiment littéralement sans rien, on va dire qu'il y a une aide financière, évidemment. Donc pour revenir justement sur l'hôpital, sur la crise qu'on est en train de vivre encore, le coronavirus a bon dos. Je me souviens, il faut se le dire, nous recevions Interurgence, le collectif, qui venait déjà tirer la sonnette d'alarme, et on voyait que ça faisait déjà un moment qu'ils tiraient la sonnette d'alarme, que l'hôpital manquait de moyens. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron, ça ne date même pas de François Hollande, ni de Sarkozy, ça date finalement depuis 40 ans à peu près. Où l'hôpital, on l'a laissé un petit peu tomber, on ne paie pas les infirmières comme il le faudrait. C'est vrai que là, on a du mal à trouver du personnel. On dit, on ne peut pas ouvrir de lits parce que les lits, c'est pas juste mettre un matelas et tout ça, c'est du personnel. Je suis bien d'accord, mais beaucoup disent, et je trouve qu'ils ont plutôt raison, c'est de dire, mais augmenter dans ces cas-là tous les salaires, vous allez voir que le personnel va revenir. Quelle est la position de Christiane Taubira sur ça, et vous aussi, jeunes radicaux de gauche? Écoutez, Christiane Taubira l'a dit, en 5 ans, elle compte déjà réembaucher 100 000 personnes dans l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, on manque de personnel, comme toutes les associations le disent, on manque de personnel, comme les usagers le disent, on manque de personnel. Bref, on n'aura pas assez répété en France qu'on manquait de personnel dans nos hôpitaux. Ce qui est étonnant, parce qu'on est beaucoup taxé, justement, oui. Et on ne voit pas, c'est pour ça que je vous faisais la réflexion tout à l'heure. Hein, bien sûr. Pour s'amuser un peu, entre gros guillemets. Oui. Mais parce que justement, on voit très bien qu'on se demande où va l'argent public. Tout le monde se pose la question. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est du coup, bon, déjà, on va dire remettre 100 000 personnes dans l'hôpital, effectivement revaloriser les salaires, parce qu'à un moment, il y en a marre de cet hôpital qu'on gère comme une entreprise. Aujourd'hui, un service public, c'est un service qui n'a pas à être rentable et à être géré par des comptables. C'est aussi ça, qu'être de gauche, que de savoir dire que les services publics, justement, rendent un service au public. Et c'est normal que ça coûte cher. Donc effectivement, la réforme sur l'hôpital, sur les actes, ça a été Sarkozy, il me semble, qui l'a mis en place. C'est-à-dire que maintenant, ils sont payés à l'acte. Donc effectivement, un médecin qui veut se faire plus d'argent va faire plus d'actes. Ou alors, si sa direction lui dit on manque d'argent, effectivement, il va faire plus d'actes. Et aujourd'hui, c'est impensable d'avoir ça dans cet hôpital qui aujourd'hui devient, on va dire, presque rejeté par les Français qui préfèrent aller dans des cliniques privées. Et parfois, ils ont très sûrement raison pour le service de soins, pour le service de l'usager. Mais justement, c'est ça qu'être de gauche, c'est justement le sens des propositions de Christiane Taubira, que de vouloir réinvestir dans nos services publics et surtout nos services publics à proximité. Parce que aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a énormément de Français. Bon, à Toulouse, on a plutôt de la chance, et encore, ça dépend des quartiers, parce qu'on a des services publics, mais il faut rappeler qu'il y a des gens qui vivent en plein milieu de la campagne, et je sais de quoi je parle parce que j'y ai grandi, dans le Gers, où on ne trouve plus de médecins à plus de 20 minutes, et du coup, on doit attendre 10 jours parfois pour avoir un rendez-vous. C'est juste impensable. Voilà. Effectivement. C'est vrai que même sans parler de la campagne, je viens du Var, et c'est vrai que même là-bas, dans le Var un petit peu reculé, mais qui n'est pas vraiment la campagne, beaucoup de mal à se faire vacciner, par exemple. C'est ce qu'on disait sur l'accès justement au vaccin tout à l'heure. Beaucoup de mal à ça. Est-ce qu'elle va justement un petit peu, je ne sais pas si elle s'est exprimée là-dessus, c'est une question que je pose vu qu'on en parle, un petit peu décentraliser les choses. C'est-à-dire que la pollution part du fait
et encore en France, on n'est pas les plus gros pollueurs, au contraire, on est plutôt bons élèves, on a tendance à sanctionner. Yannick Jadot, par exemple, propose l'autoroute à 120 km/h au lieu de 130 pour faire des économies d'énergie et pour ne pas polluer. Parce qu'à 130, on pollue plus qu'à 120. Pourquoi pas? Je pense que peut-être arrêter les gros paquebots, ce truc international de toujours acheter ailleurs qui nous amène du coup des virus. Enfin, il y a un peu des choses, mais dès qu'on parle de ça, on dit vous voulez vous renfermer sur vous-même, donc vous êtes extra. Non, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que on sanctionne plus le citoyen qui n'a pas d'autre choix que de vivre dans une petite commune et d'aller faire 50 à 60 bornes au mieux par jour pour aller travailler, donc utiliser une voiture, souvent un diesel parce que ça consomme moins. C'est aussi par conséquent qu'on n'a plus de médecins de village. Parce que c'est vrai, mais c'est pas attractif et puis c'est pas, ils sont débordés. On a connu, nous, dans le Var aussi, un très bon médecin qui s'est donné la mort parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà où on en est arrivé. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on peut l'imaginer. Et du coup, pas de commerce, pas de travail dans ces villes. Donc on va dans les villes, donc trop nombreux dans les villes, pollution, problèmes économiques, du coup quartier en dehors. Est-ce qu'elle a des solutions justement pour ça et vous-même, peut-être des idées sur ce sujet-là? Écoutez, elle a annoncé déjà vouloir réinvestir parce que vous parliez là juste à l'instant des logements dans les villes qui deviennent parfois un peu compliqués, un peu chers, un peu malfamés, tout ça. Bref, c'est des choses auxquelles il faut agir parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'elle propose déjà un encadrement général des loyers en France, parce que c'est complètement indécent de penser qu'à Paris, on peut payer une chambre de bonne à 800 € par mois pour quelque chose qui ne fait même pas 9 mètres carrés. Où les toilettes sont dans la cage d'escalier. C'est ça. On a de la chance à l'étage. C'est ça. Quand on a un peu de chance, c'est complètement le mot, c'est vraiment indécent parce que ça défie toute décence humaine. Puis, effectivement, réinvestir dans les logements sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on voit que durant ce quinquennat, les logements sociaux et les bailleurs sociaux ont reçu 40% en moins, ou 60%, je crois que c'est 40% en moins de financement public, ce qui fait que c'est autant soit de rénovation, soit de construction en moins de logements sociaux pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier, et qui souhaiteraient bénéficier pas parce qu'elles en ont envie, mais bien parce qu'elles en ont besoin et qu'elles ne peuvent pas faire autrement. C'est également du coup réorganiser un petit peu les implantations de médecins dans les villages, avec notamment passer des contrats, etc., à la sortie des universités pour que justement ces médecins puissent s'installer. Et c'est aussi réindustrialiser la France, parce qu'aujourd'hui, pendant trop longtemps, vouloir dire qu'on était pour la réindustrialisation de la France, c'était être de droite, si ce n'est d'extrême droite. Alors qu'au contraire, réindustrialiser, c'est déjà redonner du travail aux gens là où ils habitent. C'est également, du coup, recréer, on va dire, des filières d'excellence qui aujourd'hui ont été envoyées à l'autre bout du monde pour aucune raison, mis à part, encore une fois, des raisons comptables. Et effectivement, d'un point de vue écologique, c'est tout aussi bien, si ce n'est mieux, plutôt que d'importer parfois une paire de chaussettes de l'autre bout du monde, alors qu'on a des filières qui marchent très bien. Et envoyer nos déchets aussi à l'autre bout du monde, effectivement. Et puis vous parliez également des voitures. Aujourd'hui, on parle de l'électrique. L'électrique, ça coûte cher. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au SMIC ne peut pas se permettre d'acheter une voiture électrique parce que aujourd'hui, les financements publics ne sont pas assez élevés. Quand on habite dans une région ou une municipalité ou les deux qui sont, on va dire, en avance sur ce sujet-là, eh bien, on peut avoir la chance du coup d'avoir 2-3 chèques énergie, enfin 3 chèques justement pour acheter cette voiture en plus de celui de l'État. Bref, elle souhaite du coup doubler justement le montant de ce chèque alloué pour l'achat des véhicules neufs non polluants pour les personnes du coup qui ont moins de revenus. C'est-à-dire pas le doubler pour tous, parce qu'il y a des personnes effectivement qui n'ont pas besoin de ce chèque, mais le doubler pour les personnes qui ont le moins de revenus, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire peser la crise climatique sur les épaules des gens qui ont le moins de revenus. Et c'est d'ailleurs très vrai pour la voiture, mais c'est tout aussi vrai pour
pour l'électricité, c'est tout aussi vrai pour n'importe quoi, pour je ne sais pas moi, la rénovation énergétique, parce que la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même super important, parce que, bon, déjà, d'un point de vue de consommation purement d'énergie et de CO2, c'est monstrueux les économies qu'on peut faire en rénovant un bâtiment, mais aussi, du coup, si on consomme moins, on paye moins à la fin. C'est assez logique, du coup, comme mesure. On va arriver au terme de l'interview. Ça fait une demi-heure pile que nous en parlons et vous allez là on est mercredi, hein, je rappelle pour ceux qui regardent en direct le live de jeudi sur la page Facebook de Radio Occitanie, de Faut se le dire, vous allez la voir à Bordeaux. C'est ça, demain, au moment où on regarde, eh bien je serai à Bordeaux avec du coup tous ces soutiens, tous ces soutiens, ceux du sud-ouest de la France en tout cas, peut-être d'ailleurs, hein, peut-être que certaines personnes viendront du nord de la France pour la soutenir, et ça serait d'ailleurs encore une fois un signe qu'il y a vraiment quelque chose derrière elle. Du coup, oui, à Bordeaux, du coup, ça sera à 19h, donc peut-être juste là maintenant. Nous serons en plein direct. Voilà, là maintenant, du coup, à Bordeaux, c'est ça. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Lucas Duval, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour moi personnellement ou pour Christiane Taubira? En général. Bah, écoutez, je crois qu'on est encore dans les clous pour souhaiter plein de bonnes choses pour cette année déjà. Je crois qu'on est, c'est jusqu'au 31 janvier, on dit qu'on peut souhaiter les vœux. Jusqu'au 31, oui. Donc écoutez, je pense que c'est ça. Et puis il faut espérer, je pense que la gauche puisse gagner ces élections, puisse trouver un chemin commun pour du coup avoir un seul candidat ou une candidate. Je l'espère, parce qu'aujourd'hui, voilà, il sera trop tard dans 5 ans et l'urgence, c'est aujourd'hui et pas demain. Lucas Duval, secrétaire général des Jeunes Radicaux de Gauche, merci d'avoir été avec nous.